Bonjour à tous, comment qu'ils vont les fans de rétro aujourd'hui? Vous êtes bien sur votre chaîne Rétro Solide. Et aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo, nouvelle thématique. On va parler entre guillemets entre vieux collectionneurs. J'ai nommé cette rubrique La Petite Histoire. Alors, qu'est-ce que c'est la petite histoire? J'ai fait une sélection là de 5 titres en fait, qui ont chacun des anecdotes dessus à raconter, c'est-à-dire ça peut être leur prix, le lieu où je les ai obtenus, comment je les ai obtenus, la période où je les ai obtenus. Enfin bref, il y a matière à dire, vous allez comprendre. Si vous aimez un peu les anecdotes liées à certains jeux qu'on a tous dans nos collections, eh ben c'est ici qu'il faut regarder. D'ailleurs, vous aurez noté derrière moi là, encore un changement de décor. Bon, je vous rassure, cette fois, celui-là, il va rester pendant un moment. Il y a encore une partie qui n'est pas finie, mais ça, vous le découvrirez dans de futures vidéos sur la chaîne. Si vous vous abonnez, d'ailleurs. Sur ce, générique. Les années 60. Alors que la guerre froide oppose les États-Unis à la Russie, en secret, Snake s'équipe afin de secourir le professeur Nikolai Sokolov, créateur d'une redoutable arme de destruction massive, le Chagorod. Dès son atterrissage, l'immersion est totale. Camouflé et furtif, Snake se fond dans la jungle pour déjouer les rondes ennemies et rejoindre Sokolov avant que le piège russe ne se referme sur lui. Entre Snake et la liberté se dresse une femme, The Boss. Mentor et amour de jeunesse de notre héros, cette dernière trahit les États-Unis pour la Russie en s'alliant au cruel colonel Volgin. Alors que Sokolov est mystérieusement capturé, Snake doit s'incliner pour la première fois. Sous la violence de la chute, c'est un miracle si notre héros survit. Mais pendant qu'il soigne péniblement ses blessures, le colonel Volgin, plus machiavélique que jamais, décide de détruire une base russe et de faire passer les Américains pour responsables. La mort vient de frapper, ne laissant s'échapper qu'un murmure, un sifflement, celui du serpent. Foi de Big Boss, action sans concession et révélations fracassantes n'auront de cesse de rythmer Metal Gear Solid 3, le plus sombre mais surtout le plus passionnant des chapitres ayant marqué la vie de Snake. Cruellement venimeuse, l'opération Snake Eater peut enfin débuter. Alors, le premier titre de la sélection, quelle surprise. Encore du Metal Gear Solid. Vous avez vu le pseudo de la chaîne, d'ailleurs je vous renvoie, ça devrait apparaître par là, à ma vidéo sur MGS, mon histoire et MGS, vous comprendrez beaucoup mieux. Donc, MGS 3, en une édition Steelbook. Voilà. Donc ça c'est mon exemplaire d'époque. Alors, qu'est-ce qu'il y a à raconter sur ce MGS 3 ? Eh bien, tout simplement, le jeu, il est sorti donc en 2004. D'ailleurs, il y aura le remaster qui va sortir prochainement, normalement. Et donc, en 2004, moi, personnellement, en fait, j'avais plus la PlayStation 2. En fait, à la maison, j'avais la GameCube et la Xbox. Et en fait, le truc, c'est que, à cette époque-là, sur Xbox, on récupérait beaucoup les grosses licences de la PS2 qui étaient exclues auparavant chez Sony, hein, notamment les MGS, les GTA qui me viennent de tête là comme ça, c'est vraiment les deux grosses licences.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai acheté la Xbox à Noël 2002, et bien pendant l'année 2003, en fait, du coup, j'ai pu récupérer les GTA, comme je viens de le dire, et MGS2, qui était ressorti en version Substance. Et en fait, moi j'attendais MGS3 sur Xbox, et en fin de compte, il est jamais sorti. Donc en gros, j'étais un peu en PLS, et en fait en 2005, j'en ai eu marre d'attendre. En gros, grosso modo, 1 an après la sortie, je suis allé dans mon jeu console d'époque. Il y avait cet exemplaire en vitrine, je me souviens, je l'ai payé une quarantaine d'euros en occasion, il est dans son jeu d'époque. Et j'ai repris une PS2 Slim du coup, parce on approchait quand même de la fin de vie de la PS2, hein. La PS3 elle était plus très loin, elle allait montrer le bout de son nez. Et du coup, Metal Gear Solid 3 m'a fait racheter une PS2. Je dis racheter parce qu'en plus, la première fois que j'ai eu la PlayStation 2, c'est-à-dire en 2001, en fait à cette époque-là, il y avait vraiment que 2 jeux qui étaient sur la console qui étaient sortis en fait, qui me suffisaient en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que je pouvais poncer en long, en large, en travers, en veux-tu, en voilà. Ils m'ont fait acheter la PlayStation 2 dans une première phase. C'était GTA 3 et Metal Gear Solid 2. Quelle surprise. Donc au final, MGS m'aura fait quand même acheter 2 fois la PS2, hein, si on prend un peu de recul. C'est dire à quel point je suis toujours un gros fan de la licence et à quel point j'ai aimé cette licence et à quel point elle m'a marqué. Donc encore une fois, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ma vidéo sur mon histoire et Snake. On va passer au prochain titre. Alors, le second titre de ma sélection. Shenmue 2. En version Xbox. Alors, ce titre, en version Xbox, il faut savoir que à l'époque, le jeu il a été porté en 2003, il me semble, sur Xbox. Et en fait, un jour, encore une fois, je vais dans mon jeu console à l'époque, comme je l'ai dit précédemment, moi j'avais la Xbox. Je voulais acheter un jeu en fait, mais j'avais pas vraiment de target, j'y allais comme ça. Vraiment les achats à l'ancienne, et en fait, il y avait Shenmue 2 dans la vitrine en occasion. Et dès que je l'ai vu, en fait, vous savez, c'est ce qu'on faisait souvent à l'ancienne, c'est les achats à l'aveugle à la jaquette. Je sais pas pourquoi la jaquette, ça m'a tout de suite parlé en fait. Et quand je l'ai vu, en fait, je sais pas, dans les 10 secondes peut-être qui ont suivi, je me suis dit, en fait, c'est ce jeu-là que je vais acheter. Et en fait, à l'époque-là, Shenmue, je connaissais de nom, n'ayant pas eu la Dreamcast. Je connaissais vaguement de nom, mais sans plus. Mais j'avais entendu dire quand même que c'était pas trop mal pour l'époque. Du coup, je demande à voir le jeu et tout, je regarde. Et en fait, je me rends compte en plus que dans cette version-là, ils avaient, entre guillemets, bien pensé leur packaging. Il y a le fameux DVD Shenmue The Movie. Ce qui fait que, à l'époque, quand vous achetiez Shenmue 2 et que vous aviez pas fait le premier, vous pouviez, entre guillemets, réapprendre l'histoire rapidement en regardant le DVD Shenmue The Movie. Et donc, je l'ai pris à l'aveugle. Je suis rentré chez moi, j'ai joué et en fait je l'ai mis dedans et j'ai été vraiment scotché. C'est une licence qui m'a terriblement marqué, Shenmue. Et je vous dis, j'ai fini le jeu et du coup la similitude qu'il a avec le Metal Gear que j'ai présenté juste avant, c'est que en fait, une fois comme je vous l'ai dit que j'ai fait Shenmue 2, ça m'a tellement marqué que je me suis dit waouh. En fait, à l'époque, pour jouer au premier, on va dire dans les conditions d'origine, vous n'aviez pas d'autre choix que de vous procurer une Dreamcast. Et je me suis dit, waouh, il faut absolument que je me procure une Dreamcast dans un futur plus ou moins lointain pour pouvoir jouer au premier, parce que en fait, le jeu m'avait vraiment retourné, c'est le cas de le dire. Et c'est ce que j'ai fait par la suite, d'ailleurs, j'en ferai une vidéo de mon histoire avec la Dreamcast, et vous verrez à quel point, en fait, Shenmue, c'est partie de ces licences de cœur qui m'ont vraiment marqué. Et du coup, voilà, ça c'était un achat entre guillemets à l'aveugle à l'époque. Et lui aussi, du coup, m'aura fait acheter une console par la suite, à savoir la Dreamcast. Voilà, on va passer au troisième titre. Incroyable s'offre à vous. Avec Pokémon Stadium, transférez tous les Pokémon que vous avez entraînés de votre cartouche Game Boy sur la Nintendo 64.
Que le meilleur entraîneur gagne, le match ultime va commencer. Pokémon Stadium, exclusivement sur Nintendo 64. Alors, troisième titre, on va complètement changer de registre, on va aller voir un peu du côté de chez Nintendo. Et du côté des Pokémon. Et du coup, Pokémon Stadium, premier du nom, un classique de la Nintendo 64. Alors, quelle est l'histoire de ce jeu? D'ailleurs, l'exemplaire que je viens de vous présenter, il est évidemment complet, hein. Il manque juste la cale. J'ai le jeu, la notice, le transfert pack, et en plus cette version-là, j'avais eu offert avec, au final offert, Pokémon Rouge Game Boy. Alors, l'histoire de ce jeu, de cet exemplaire en particulier, c'est son prix, mais je vais y revenir. En fait, à l'époque, quand le Pokémon est sorti, donc sur Game Boy, les premiers épisodes, il y a eu une grosse hype quand même à l'époque quand ça a débarqué en Europe. Moi je me souviens, la première fois que j'ai eu Pokémon Rouge, c'était incroyable. Avec les copains, on avait tous la Game Boy, tout le monde avait son Pokémon Rouge ou jaune, et même par la suite le Pokémon jaune. Donc on y jouait pas mal, et en fait, quand Pokémon Stadium il est arrivé sur N64, c'était dingue, parce qu'on pouvait jouer à Pokémon en 3D, faire des combats, c'était incroyable. En plus, avec le transfert pack, on pouvait importer ces Pokémon Game Boy sur le Stadium N64, donc c'était incroyable, et c'était un jeu vraiment, pour l'époque, pas révolutionnaire, mais quand même, dans son approche, ouais, c'était quelque chose quand même. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup joué à l'époque avec les copains, et moi, personnellement, quand il est sorti, j'avais pas la N64, j'avais la PlayStation, ah oui, forcément, et j'avais un copain, lui, il avait la N64, et tous les gros jeux, il arrivait à les avoir quand ça sortait, du coup il avait acheté ce Pokémon Stadium à la sortie, et du coup on y jouait ensemble, on avait tous les deux nos cartouches Game Boy, on importait nos Pokémon dans le jeu, et voilà, on passait des après-midi entières à y jouer, donc vraiment un super jeu. Et en fait cet exemplaire, moi quand je me suis mis à collectionner la N64, donc là on est dans les années 2005, 2006. Ça, c'est un achat eBay de 2006. Et en fait, le truc de fou, c'est que... D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai même pas regardé combien sa cote elle tourne, mais ça doit être un beau billet, parce que vu le monstre qui est devenu Pokémon en marketing, voilà quoi. Et en fait, moi, je l'ai pris sur eBay, celui-là, il était en enchère. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il était en prix de départ à 1€. Et en fait, il a jamais décollé. Je l'ai payé 1€, véridique, truc de fou. Je me rappelle, il y avait 10€ de frais de port. J'ai payé 10 fois le prix du jeu en frais de port par rapport au prix de l'objet en lui-même. Donc ça m'est revenu à 11€ avec les frais de port. Incroyable. Un truc comme ça aujourd'hui, honnêtement, je sais pas combien il tourne, mais ça doit vite chiffrer, parce que le 2, qui est aussi sur 64, il coûte un beau billet, hein, en boîte notice et cale. Ça fait mal, donc ouais, un truc de fou quand je me dis que j'ai payé ce jeu 1€ et qu'aujourd'hui on voit les tarifs en général en 2024, voilà quoi, on se dit, c'est devenu quand même très très spéculatif le rétro, hein, on le sait tous, mais quand même, hein, franchement, voilà quoi, donc ouais, 1€ symbolique le Pokémon Stadium, donc là ça mérite un pouce, hein, franchement, incroyable. Allez, on enchaîne avec le quatrième titre. Et ce sera de la Saturn, un classique, Outrun. Alors, celui-ci, ça fait pas longtemps que je l'ai, en fin de compte. En tout cas, je l'ai eu en 2024, ça c'est sûr. Très content. En fait, la particularité de cet exemplaire, hein, c'est le lieu où je l'ai obtenu. Je vais y venir. Je me suis mis à la Saturn Jap, en fait, cette année. J'avais une petite ludothèque pâle, mais vraiment la Saturn, je personnellement, je trouve qu'elle prend vraiment toute son ampleur quand on bascule sur le Jap. Un mix des deux, c'est le top, c'est ce que je me suis fait du coup. Et honnêtement, la ludothèque Jap me permet d'avoir accès à pas mal de titres qui ont été boudés en Europe, donc la console a vidé forcément. Et en plus, on peut avoir des titres vraiment
vraiment un prix cassé par rapport au PAL. Il y a vraiment des dingueries sur la Saturn en PAL. Vous connaissez hein, les Deep Fear, Panzer Dragoon, etc. etc. En PAL, c'est devenu inaccessible, c'est de la dinguerie. Et encore, si avec ceux-là, les House of the Dead, version PAL, allez voir son prix, tiens. Vous allez vite déchanter, comparé à la version Jap, il n'y a pas photo. Hein. Donc, voilà, je suis passé à la Saturn Jap. Et en fait, quand je suis passé à la Saturn Jap, eh ben, j'ai vraiment passé au japonais au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pu me rendre pour la première fois cette année au Japon, en vacances. C'était incroyable. Et vous vous doutiez bien que quand j'y suis allé, j'avais une checklist qui était faite établie auparavant et j'ai fait quelques courses. Et ce Outrun, en fait, il était dans ma tier list avec un autre titre qui est de la PlayStation. On verra ça une autre fois. Et en fait, la petite histoire, souvenez-vous, c'est le titre, hein, la petite histoire, c'est que lors de mon séjour au Japon, j'ai fait pas mal de boutiques. Je suis allé dans les hard-off, pour ceux qui connaissent, en m'éloignant un peu des hypercentres. Parce que il faut savoir que les prix varient beaucoup à Tokyo, hein, si vous allez forcément sur Akihabara. C'est là que le plus gros des boutiques rétro sont implantés, c'est là qu'il y a tous les touristes du monde entier qui viennent, donc forcément les prix pour du japonais c'est cher. Donc l'idée en fait c'est de s'éloigner un peu, de sortir un peu des hypercentres et d'aller dans les hard-off. En fait il y en a partout dans le pays, dans l'archipel. Et donc suivant où vous vous trouvez, les prix vont vachement varier en fait. Ça peut monter et ça peut vraiment descendre pour un même titre. C'est la particularité du marché japonais un peu, donc on sait jamais sur quoi on va tomber. Et en fin de compte, cet Outrun, je l'ai pas mal cherché, je ne l'ai pas trouvé, j'étais vraiment dépité. Et la petite histoire, c'est que la veille de mon départ pour la France, j'avais un peu de temps libre, j'étais revenu sur Tokyo. Et du coup, j'ai décidé de retourner à Akihabara une dernière fois, sait-on jamais, puisque l'avantage, c'est que le marché japonais, en physique, en rétro, en boutique, il est super dynamique en fait. Il y a un tel roulement au niveau des stocks que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça fait que ça en fait. Et malheureusement, c'est plus le cas ici, hein. C'est beaucoup plus compliqué en France, par exemple. Et donc, je suis retourné à Akihabara, j'ai fait le tour des boutiques, je suis retourné chez Super Potatoes pour les connaisseurs. D'ailleurs, c'est peut-être la plus connue, mais ouais, les prix pour du japonais, voilà. Je l'ai pas trouvé là-bas. En fait, je suis redescendu et je vous avoue, je me souviens plus du nom de la boutique, mais pour les connaisseurs, c'est sur l'avenue principale d'Akihabara. C'est la toute petite boutique qui est sur 2 étages et qui a tout son étage Nintendo au rez-de-chaussée. Et en fait, au premier, on a tout ce qui est Sony et Sega. Et en fait, j'ai fait le tour, je le trouve pas. J'étais vraiment dépité et en fait, bon, en dernier recours, je demande au vendeur, dans le doute. Je cherche Outrun sur la Saturn et tout. Ah, il me dit, il me regarde, il me fait comme ça. Et là, en fait, il avait un bac de jeu en vrac qui était même pas encore en rayon derrière son comptoir. Il s'abaisse et du coup, il me regarde. Il me dit, tu veux ça? Je dis ouais. Du coup, je le prends. Et il faut savoir que la cote du jeu, il me semble là, si vous l'achetiez donc déjà importé sur Vinted. On est sur des quoi, 90, 100 euros, comme ça. Enfin bref, c'est exorbitant. Du coup, là-bas, je l'ai payé, on va dire, en fourchette haute pour le marché local, mais comparé au prix d'ici, ça valait rien. Je l'ai payé l'équivalent avec les taxes de 6600 yens, ça fait un peu plus de 40 euros. Au moment où j'y étais avec le taux de conversion, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, en 2024, la monnaie japonaise a connu vraiment un pic de vraiment vers le bas en fait qui a dégringolé et du coup nous pour les touristes occidentaux c'était vraiment avantageux au niveau de la conversion donc voilà, super content. D'ailleurs je suis revenu avec une Saturn console japonaise de là-bas, plein de jeux dont celui-ci que je voulais absolument donc ouais c'était cool, ça fait de super souvenirs et puis on agrémente notre collection avec de super beaux titres donc voilà, c'était la petite histoire. Resident Evil 2. Du calme, ça n'est qu'un jeu.
Donc on va passer au 5e et dernier titre, et non, je ne suis pas passe-partout. Non, non. Bref, la vanne était pourrie, et du coup, je vous montre. On est sur de la N64 en Jap. Donc vous l'aurez vu, Biohazard 2, hein, Resident Evil 2. Alors pareil, ça on y reviendra plus tard sur la chaîne, encore une série qui m'a marqué, qui a beaucoup compté pour moi dans ma vie de gamer. Donc j'aurai l'occasion de présenter d'ailleurs ma collection Resident Evil / Biohazard. C'est vraiment la licence où je possède le plus de titres sur tous les supports, différentes régions. Petit nota d'ailleurs là-dessus, je ne collectionne pas les versions US, je collectionne que le PAL et le japonais. Voilà, ça c'est dit. J'en profite pour faire un petit coucou à la caverne de Grandpa. Pour ceux qui connaissent pas, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, parce que je sais que cette petite partie de la vidéo lui parlera à lui particulièrement. Donc je te fais un coucou et merci pour tes conseils. J'essaye de faire avec. Ceci étant, donc, vous l'avez vu, il s'agit de la version japonaise de Resident Evil 2. Alors, une chose, déjà il est incomplet, j'ai pas la notice, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que là, la boîte que je vous ai présentée, pour être tout à fait transparent, c'est une boîte repro. J'ai fait une petite commande de boîte repro pour tester il y a quelques temps. Je suis plutôt satisfait du résultat, ça dépend vraiment les titres que vous avez en fonction des couleurs. Enfin bref, ça m'a bien dépanné parce que pour les jeux loose, notamment en Jap, des titres comme ça, les trouver en boîte, c'est compliqué. Et puis voilà, le tarif, ça se passe de commentaires. Et en fait, la petite histoire, c'est toujours lié à ce voyage au Japon. Comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de courses. Le jeu, donc la cartouche, je l'avais en loose. Faut savoir que je l'ai acheté, je me souviens très bien, dans un cache près de chez moi, en 2014. En fait, le calcul, ça fait plus de 10 ans. À savoir qu'à l'époque, je n'avais pas de console japonaise. Et en fait, je l'ai payé une misère, donc en loose. Je me rappelle très bien, je l'ai payé 9,90 €. Et à l'époque, je dis au vendeur, mais comment ça se fait qu'en fait, il est si bas le tarif? Parce que oui, ça reste les tarifs d'époque, mais pour un tarif d'époque, c'est très bas. Hein. Aujourd'hui, cette cartouche-ci tourne dans les 70-80 € sur eBay, en loose. Bon, à l'époque, c'était moins cher, mais c'était pas 10 balles, en fait. En fait, le vendeur me dit, bah écoutez, voilà, on a récupéré la cartouche, on n'a pas de console japonaise, on peut pas la tester, on sait pas si elle marche. Donc on l'a mis à 9,90 €. Après, c'est à vos risques et périls, si vous la prenez, on vous garantit pas le fonctionnement. Moi je me dis franchement, pour un prix tellement dérisoire, sachant que j'adore la licence, même si j'ai pas de console Jap, je la prends, ça me fait un objet de déco dans mon étagère, et qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai une console japonaise. Et voilà, sauf qu'entre temps il s'est passé 10 ans, la cartouche est restée sur mon étagère. Et puis lors de ce fameux séjour au Japon, où je vous ai présenté Outrun, bah, dans un coin de ma tête, forcément, vous vous doutez bien, j'avais cette cartouche qui était là et je me dis, depuis le temps que je l'ai, j'aimerais bien savoir si elle marche. Et puis même pour le futur, du coup, je me dis, bon, il faut que je m'arrange pour revenir avec une N64 Jap, de là-bas. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une console là-bas, une 64 Jap. Je suis rentré, voilà, j'étais déjà content d'avoir ma console en japonais, que j'ai eu un bon prix par rapport aux tarifs d'ici. J'ai mis la cartouche dans la console, bingo, elle a fonctionné, malgré qu'elle n'a pas tourné pendant 10 ans. Elle était en très bon état, ça a fonctionné, j'ai pu jouer, et je me suis dit ouais c'est cool quand même. Et du coup bah, ça m'embêtait de l'avoir en loose, d'où la fameuse boîte que j'ai fait faire pour l'embellir un peu. Malheureusement je n'ai pas la notice. Bon, trouver une notice Jap, même repro de ce jeu par ici, même sur le net, c'est compliqué. Donc bon, je fais sans, tant pis. Mais voilà, très content. C'est vraiment un titre qui m'a marqué. Et d'ailleurs, petite histoire, quand j'ai commencé Resident Evil à l'époque, que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert la série, c'est avec cet épisode sur PlayStation. Donc voilà. Bon, et ben on passe à la conclusion.
Bon bah voilà les amis, on arrive au bout de la vidéo, j'espère que vous êtes pas endormis. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, mettez dans les commentaires endormis, pour voir les vrais. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous montrer ces 5 titres, qui ont une place particulière dans ma collection, et qui ont toute une petite histoire sympathique. Je referai sûrement un format de ce genre plus tard, avec d'autres titres, et voire même des consoles, parce qu'il y a matière à raconter. Donc moi je vous dis à très bientôt, restez connectés, c'était Rétro Solide, ciao ciao. What's going on? Snake?